Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi. Entre hyper-individualisme et mondialisation, comment faire société? Avec nous, à partir de 12h55, l'ancien secrétaire général adjoint à l'ONU, le diplomate Jean-Marie Guéhenno. Il met en garde dans un livre qui paraît chez Flammarion, intitulé Le premier 21e siècle. Il met en garde contre les mauvais usages de la démocratie et l'absence d'utopie. Mais d'abord, pour Tanguy Viel, notre premier invité, la littérature ressemble étrangement à un sport de combat. L'auteur de La fille qu'on appelle, paru à la rentrée aux éditions de Minuit, porte plainte dans ce nouveau roman contre le pouvoir et ses abus. Auteur d'ores et déjà de l'absolue perfection du crime, d'Insoupçonnable ou encore de l'article 353 du Code pénal, le romancier démonte cette fois la mécanique de l'emprise. Il est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Mais d'abord, une heureuse nouvelle. Chaque année, vous le savez, France Culture et Télérama sélectionnent 5 livres. Ça a été fait hier, 5 livres de la rentrée littéraire qui comptent pour nous et dont on espère qu'ils séduiront les jeunes lecteurs. Pour faire partie du jury qui désignera celui ou celle qui succédera à Lola Lafont, lauréate pour Chaviré l'an dernier, pour faire partie de ce jury qui décernera donc le prix du roman étudiant France Culture Télérama 2021, il vous faut désormais candidater en nous envoyant une courte critique avant le 10 octobre. Et vous retrouverez toutes les informations, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. Nous avons donc discuté hier avec nos amis de Télérama et 5 livres ont été retenus par le jury. Natacha Apana, Rien ne t'appartient, chez Gallimard. Mathieu Palin, Ne t'arrête pas de courir, à l'Iconoclaste. Maria Pourchet, pour son roman Feu, édité chez Fayard. On vous en parlait autour de cette grande table avec son auteur. Antoine Vauters, pour Marmoud ou La montée des eaux, paru chez Verdier. Et le petit dernier de cette sélection de 5, c'est le roman de Tanguy Viel, notre invité aujourd'hui, La fille qu'on appelle, aux éditions de Minuit. Bonjour Tanguy Viel. Bonjour. Et bravo, vous faites désormais partie de cette Merci. sélection de 5 romans. Des étudiants vont vous lire avec plaisir, passion, j'espère aussi, pour ce nouveau roman, La fille qu'on appelle. Et ils choisiront donc, durant l'automne, le lauréat de ce nouveau prix du roman étudiant France Culture Télérama. Votre roman, il va trouver, on l'espère, un écho auprès des jeunes lecteurs à travers le parcours de votre jeune héroïne, Laura. Pour qui écrivez-vous d'abord? Est-ce que vous avez en tête différents publics quand vous choisissez de prendre la plume et d'écrire un roman comme celui-ci? Non, le lecteur, c'est une abstraction, un même auteur que je suis pour moi-même une abstraction quand j'écris, c'est-à-dire au fond, je n'ai pas d'identité sociale à cet instant précis. Je suis dans un espace dans lequel finalement, qui pourrait si possible faire appel à une sorte de fraternité. Bon, les mots sont un peu grandiloquents, mais universels, donc évidemment il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de type sociologique, etc. Après, c'est vrai que parmi les éléments dont on peut s'enorgueillir, dont moi je peux m'enorgueillir quelquefois, c'est quand il m'arrive ces temps-ci d'aller en librairie par exemple, et de voir que tout d'un coup c'est un jeune libraire de 25 ans qui s'est emparé de ce livre-là, qui quelquefois a lu les précédents et propose de faire la rencontre par exemple. Pour moi, là il y a quelque chose, j'allais dire d'une sorte de petite victoire pour mes livres en fait en tout cas. C'est-à-dire que le fait qu'ils puissent parler, maintenant je vais avoir quand même bientôt 50 ans, c'est peut-être une des choses les plus importantes, c'est-à-dire, ah oui, il y a des gens de 20 ans qui réagissent, enfin à qui ça parle. Alors dans ce roman, comme dans vos précédents, il y a une galerie de personnages, galerie assez resserrée, auquel vous allez tenir jusqu'au bout du récit. Et parmi eux, il y a cette jeune héroïne, cette fille, Laura Lecor, à qui vous allez prêter votre plume. C'est la première fois que vraiment l'un des personnages principaux de votre roman est une jeune fille. Et c'est là où je vous pose la question du retour des lecteurs. C'est qu'il y a quand même un peu d'audace de la part d'un homme blanc de 50 ans, le cheveu grisonnant, de décider d'être un peu le porte-parole aussi de cette jeune femme, en tout cas de lui prêter votre voix et votre plume, puisque le livre est une longue déposition qu'elle va faire auprès de la police de ce qui lui est arrivé. Oui, mais c'est-à-dire que bon, c'est vrai que j'ai souvent, même presque toujours, raconté des histoires d'hommes ou qui mettaient aux prises au moins 2 figures plutôt masculines, mais il y avait dans pratiquement tous les cas un rapport de force et, j'allais dire, de virilité entre les deux
personnage, et la plupart du temps, je prête ma voix à la faiblesse, si vous voulez, ou à la fragilité, qui a pris des formes différentes. Ça peut être des formes sociales, ça peut être des formes psychologiques, mais c'est une certaine perception du masculin comme danger, si vous voulez, qui fait que je me sens plutôt à l'aise aussi avec un personnage féminin, comme si peut-être quelque chose en moi pouvait se superposer à cette psychologie-là, féminine. Par ailleurs, c'est vrai que malgré tout, c'est mon premier livre aussi à la troisième personne, c'est-à-dire que j'ai pas senti, je sentais que ça sonnait. J'ai commencé à essayer d'écrire ce livre à la première personne, comme les précédents, c'est-à-dire porter vraiment la voix De de Laura. la personne flouée, de la personne humiliée, de la personne... et en fait, donc de Laura en l'occurrence, et quelque chose sonnait faux. Donc vous voyez, l'homme blanc de 50 ans aux cheveux grisonnants, en fait, n'a pas pu se départir complètement de ce qu'il était en tant qu'individu intégré dans une société, au point de pouvoir tenir, c'est comme si j'avais pas pu être le ventriloque de Laura. Alors, j'ai trouvé des ruses narratives, certes, en rapportant des propos d'elle, en lui faisant déposer plainte, mais c'est vrai que le discours principal est tenu par un narrateur qui ne sait pas tout de cette jeune femme, et ne la comprend peut-être pas entièrement non plus. C'est pour ça qu'au fil du livre, à mi-parcours, on passe de la première personne, du singulier, à la troisième personne, avec cette voix du narrateur que vous adoptez là. Vous le dites tout à coup, vous avez eu envie de donner corps à ce personnage, à cette héroïne. Vous n'avez pas eu peur d'être un peu trop influencé par l'époque, de l'effet de mode. On parle beaucoup de la libération de la parole des femmes aujourd'hui, des abus dont elles sont victimes. Vous n'avez pas craint ce Oui. travers-là? Bizarrement non, et pourtant si je m'étais regardé écrire le livre, je crois que j'aurais pu arrêter tout de suite en me disant bah oui, je suis totalement dans l'air du temps, je fais le sujet le plus, même dont qu'on pourrait taxer de prime abord, et si on a envie d'être méchant, d'opportunisme, enfin tout est possible. Mais au moment de l'écrire, la question ne s'est pas un instant posée pour moi, comme si ces affaires-là avaient cristallisé quelque chose de plus profond, et je crois que j'ai trouvé là aussi, dans ma propre intimité archaïque, je dirais, ma propre psychologie interne, de la nécessité totale de raconter cette histoire sans me poser de questions de ce type-là. Il se trouve que pour une fois, ou par hasard, mes questions très intimes, très personnelles, en tout cas qui sont mes moteurs d'écriture, rencontrent l'air du temps. Bon, bah écoutez, ça se croit, en 20 ans de travail, peut-être c'est pas non plus choquant qu'une fois de temps en temps, quelque chose vienne coïncider. Alors, est-ce que mes prochains livres seront... Il y a ça, et puis il y a le fait que l'écriture aujourd'hui, peut-être aussi, ou moi le premier, je trouve, on a un peu recollé des morceaux avec le réel. C'est-à-dire que j'étais le premier à faire des romans très romanesques, très hors du réel, pas forcément des romans de société. Et je suis le premier aujourd'hui à peu sentir que je suis de plus en plus sensible au besoin que la littérature se recharge en social, si je puis dire. En tout cas, il y a une chose qu'on ne pourra pas vous reprocher avec ce roman, c'est d'être politiquement correct, puisqu'au cœur de ce livre, il y a aussi l'analyse ou l'exploration littéraire de l'exercice du pouvoir et de l'abus de pouvoir. La fille qu'on appelle chez Minuit, c'est donc le titre de ce nouveau roman de Tanguy Viel, notre invité. La fille qu'on appelle, pourquoi ou comment, pourquoi? Comment on l'appelle? Est-ce qu'elle avait un surnom? C'est un titre inachevé, un titre qui interpelle tout de suite Tanguy Viel, celui que vous avez choisi pour ce livre. En réalité, la fille qu'on appelle, on l'apprend dès les premières pages du roman, c'est la traduction presque littérale de Call Girl en anglais. Ce que va devenir, malgré elle, Laura Lecor, la jeune femme dont les mots habitent votre nouveau roman. C'est donc une héroïne, elle est fille d'un ancien boxeur, devenu chauffeur du maire de la ville, où elle arrive, elle va rejoindre la ville où habite son père. Elle va alors solliciter l'aide du maire, poussée par son père pour trouver un logement. Et en arrivant en ville, on se rend compte que c'est une figure plutôt libre que vous dessinez, à l'orée de sa vie de femme, libre mais déjà vulnérable. Quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses fragilités intrinsèques? C'est autant de choses que je ne sais pas toujours, c'est-à-dire qu'au fond, c'est une faiblesse très animale, me semble-t-il, mais qui en même temps est carapacée dans une faiblesse sociale, tout simplement. C'est une jeune fille qui a été à 16 ans prise dans le monde du mannequinat, sous prétexte d'être jolie fille, semble-t-il, et à partir de là, elle est marchandée, si vous voulez, elle est
et donc sa vulnérabilité vient du fait qu'à aucun moment elle n'a pu s'affranchir, avoir sa propre souveraineté à elle-même, de se construire simplement comme une jeune femme qu'on aurait laissé se déployer. Donc j'imagine que tout ça se joue très tôt dans l'enfance, mais un roman, c'est pas quelque chose où on prend le personnage au premier jour de sa vie et on l'emmène au bout de son parcours. Donc on le prend à un endroit où il est déjà fragile et où moi je ne connais pas toutes les failles de Laura. Je vois bien qu'elle n'a pas les moyens de résister. Le paradoxe de ce personnage, c'est que je crois qu'elle est intelligente et je lui ai prêté pas mal de propos lucides sur son état, sur sa situation, etc. Mais que l'intelligence n'interdit pas la naïveté ni la fragilité. En fait, c'est même cette chose-là qui m'intéresse le plus, c'est comment on peut être... C'est même ça, les questions de, en l'occurrence, d'emprise ou de céder, comme on dit, céder sur son désir. Mais elle cède alors qu'elle est lucide sur le fait qu'elle n'a pas à le faire, en quelque sorte. Ouais, c'est un engrenage qu'elle analyse lucidement, vous le dites, Ouais. à travers ce style que vous avez choisi pour ce roman, cette déposition qu'elle va faire auprès des policiers et une véritable reconstitution des faits. C'est un engrenage et donc une histoire avec plein de petites étapes qui s'accumulent. À aucun moment, elle n'arrive à faire barrage, à résister, à s'échapper, à fuir. Je ne sais pas quel mot il faudrait emprunter. Mais parce que justement, c'est des petites étapes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment, du moins tel que j'imagine ces situations-là, en général, il me semble que c'est une des réponses possibles d'analyse, c'est qu'il n'y a pas de grand moment. Alors il peut y avoir le moment grande violence, qui fait que la personne pourrait tout autant ne pas résister. Mais dans cette situation-là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas le moment où la personne, par exemple, ferait des choses de l'ordre du viol ou de la, comme on dirait dans le monde policier, de contrainte par corps, si vous voulez. C'est pas ça. C'est des mini-glissements qui fait qu'il n'y a aucun endroit où elle se trouve en situation aussi de claquer la porte, si j'ose dire. Donc, finalement, c'est très étrange, ce phénomène. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire ça avec un microscope, en quelque sorte, pour essayer de regarder tout ce qui se passait à la loupe dans ces situations de non-dit, de silence, où les choses sont inachevées et où en même temps tout est déjà dit, c'est-à-dire de toute façon l'homme de pouvoir fait à peu près ce qu'il veut, à condition de pouvoir bien dessiner toute la mise en scène de chaque situation. C'est lui qui décide, c'est lui qui écrit l'espace, c'est lui qui en fait prend les positions qu'il faut au moment qu'il faut, qui met son corps à tel endroit, etc. Donc, il n'y a pas de violence... la violence ne peut s'exercer qu'à proportion de la fragilité de la jeune femme. Lui, c'est Quentin Lebars, 48 ans, maire de la ville. Il vise plus haut, forcément, un ministère, et il a ses chances. Vous faites de lui, ou vous donnez de ce personnage une description physique du pouvoir à travers lui, comme seule la littérature peut en faire. En tout cas, seule votre plume, pour le coup, y parvient. Et pour ma part, c'est vraiment... à ce moment-là du livre, dans ce passage qui arrive très tôt, page 16, que je suis totalement entrée dans votre écriture et dans le livre. Vous dites, pour qui on avait le visage chaque jour dans son rétroviseur, c'est le père, c'est le chauffeur donc du maire qui raconte, il n'était pas besoin d'un traité de physiognomonie pour que cette même ardeur ou détermination apparaisse là, sous les sourcils noirs, épais et pourtant presque doux, contrastant plus encore alors avec ce regard froid et ferme de tous les gens de pouvoir. En 3 ans, Max avait appris à en traquer les nuances et les failles, ou plutôt non pas les failles, mais les ouvertures sciemment laissées. S'il est vrai que le pouvoir, ce n'est pas dans la raideur qu'il se fonde, mais à l'endroit calculé de ses inflexions, comme un syndrome de Stockholm, appliqué heure par heure, quand chaque entorse faite à l'austérité fait naître dans l'œil soumis de l'interlocuteur la brèche de fausse tendresse ou s'engouffrer. Vous avez eu l'occasion, vous, dans votre vie, Tanguy Viel, dans votre vie d'écrivain, d'observer de près ce monde politique pour arriver à faire une description si ciselée. J'en ai croisé quelques-uns, je les vois... De l'homme de pouvoir. Oui, en fait, je crois que j'en ai croisé un dans l'ascenseur là, à Radio France en montant ici, et enfin, juste avant, et je me suis dit, ils sont tous pareils, ils sont tous un peu... D'abord, ils ont très souvent des corps, même quand ils sont pas forcément corpulents, mais ils ont une sorte d'occupation de l'espace. On a l'impression qu'ils utilisent la place de 3 personnes là où il y en a une. Alors souvent, ils ont des sbires autour aussi qui fabriquent l'espace, mais là encore. Et puis, si on les regarde d'un peu plus près, ce qu'on peut souvent pas faire parce qu'ils ont le regard très fuyant, mais en fait, tout d'un coup, on se dit, mais en fait, c'est des enfants, quoi. Enfin, c'est comme nous. Enfin, voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est ce paradoxe-là qui fait que le moment où on se dit ça, c'est le moment dangereux. Le moment où on se dit « Ah, mais en fait, il pourrait être gentil ».
Bon voilà, c'est là qu'ils prennent le pouvoir en fait. Et c'est généralement un moment très maîtrisé, Mmh. tel que vous le racontez. Elle va donc raconter et tenter de reprendre la maîtrise de son destin, Laura Lecor, en portant plainte. Vous lui prêtez vos mots, on le disait, elle sera le plus précise possible. Les policiers vont tendre l'oreille, ils vont l'écouter. En ce sens, déjà, quelque chose a peut-être changé. En 1983, c'est une toute autre ambiance dans un commissariat, celui où Raymond Depardon avait posé sa caméra pour le film Faits divers. Il faut que vous compreniez une chose, mademoiselle, c'est que le viol en France, c'est un crime. Et que ce garçon, il risque de se retrouver pendant 5 ans en tôle, minimum. Parce qu'il a fait l'amour avec vous, alors que vous n'étiez pas d'accord faire l'amour avec lui. Parce que bon, vous avez quand même passé une nuit ensemble déjà la semaine dernière, mais enfin là, et lui, il voulait remettre ça au jus, vous n'étiez pas d'accord. À partir de là, il téléphone à sa petite copine, ça continue à mettre de l'huile sur le feu, et à partir de là, vous l'envoyez en tôle pendant 5 ans. Ça fait quand même beaucoup, hein? Vous trouvez pas? Alors, on va faire une chose. On va bien se mettre d'accord. Oui. Puis ensuite, on va mettre tous les deux ensemble. Vous allez vous faire des excuses. Lui, de vous avoir fait ce qu'il vous a fait, qui était peut-être pas très correct. Je veux pas le voir. Hein? Je veux pas le voir. Et puis vous allez vous excuser auprès de lui, parce que vous lui avez fait passer une sacrée soirée aussi. Hein? Aïe, 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 aïe. Bon, alors... Voilà, autre époque, autre ambiance. Là, vos policiers sont un peu plus concernés. Disons qu'ils ont peut-être appris à écouter l'indicible, ce qui est très compliqué à dire. Est-ce qu'à l'origine de votre livre, à vous, Tanguy Vial, il y a un fait divers? Oh, il y en a plusieurs. Mais c'est vrai que comme tout le monde, j'ai lu un peu toute la presse des 10 dernières années. Donc, je pourrais citer à peu près toutes les affaires qui sont en cours ou qui ont été traitées depuis. Voilà. Ça ne change pas grand-chose d'ailleurs, parce qu'au fond, c'est un archétype aussi. Donc, j'ai l'impression d'avoir essayé de travailler pour rendre ça, j'allais dire encore une fois romanesque, mais simplement romanesque, pas au sens divertissement, mais au sens d'essayer de saisir là des structures, des choses c'est ce que j'essaye de tisser aussi dans le livre, une métaphore presque, j'allais dire, du Moyen-Âge, enfin une métaphore féodale d'un rapport de force. Un homme de pouvoir, un homme de l'ancien régime, Oui. dites-vous. Dans un monde normal, on n'aurait jamais dû se rencontrer, raconte-t-elle aux policiers, un monde où chacun reste à sa place. Et c'est vrai que c'est une réflexion, ce livre, ce roman, La fille qu'on appelle aussi sur le pouvoir, sa libido, le but jamais perdu de vue par cet homme politique, le besoin de tout contrôler, le sentiment d'impunité. Aussi, beaucoup de vos romans se situent en Bretagne, dont Paris-Brest, bien sûr. Le cadre ici aussi est très présent, cette petite ville de province, au bord de l'océan. On y lit Ouest-France. Mais c'est une ville qui n'est jamais nommée. Pourquoi? C'est une ville comme mille autres. Vous vouliez aussi peut-être éviter la confusion, les extrapolations, d'entacher la réputation d'un élu en particulier? Oui, entre autres, je trouvais ça très bête de risquer un effet d'assigner le roman, parce que à partir du moment où je prenais le risque de la trivialité du fait divers et j'ai toujours eu un sentiment en écrivant ce livre de mettre un peu les mains dans le cambouis de ces histoires qui sont quand même très triviales. Et donc, leur donner un naturalisme supplémentaire en nommant des lieux, etc. Il y a un endroit où je ne me suis pas senti à l'aise et où j'ai eu besoin de créer une légère abstraction, très légère, parce qu'à vrai dire, je pense que toute personne qui connaît cette ville ou qui a un peu voyagé en France reconnaît cette ville sans mal, mais qui a aussi l'avantage, où ça m'a aidé de ne pas la nommer, de la théâtraliser un peu. Et ça, c'est un peu ce que j'ai besoin aussi, là aussi, pour sortir du vérisme ou du réalisme dont ce genre de sujet risque à chaque fois de s'engouffrer. C'est peut-être d'avoir trouvé des lieux qui viennent soudain se mettre en scène. Donc là, c'est le granit, la ville fortifiée, la mer, le casino. Et tous ces lieux font comme une sorte de maquette dans laquelle moi, je peux déplacer des personnages, comme sur une scène de théâtre. Midi 20 sur France Culture avec le romancier Tanguy Vial à l'occasion de la sortie de son roman La fille qu'on appelle, le 8e du nom, aux éditions de Minuit. La fille qu'on appelle qui fait partie de la sélection du prix du roman des étudiants France Culture Télérama qu'on est heureux de vous révéler aujourd'hui. Très marrant, mais heures sale danse, et no warmelera le scan. En but une ager gaan en skanker for bladjo. Et vom rocktan va de froisen, les omprendrov don les om, d'une vagaron spelle don awen. Waren en plas remerhan, David Gerle mi en brougan,
Irak me daula gatrau avelon. Yann Fanch-Kemener en duo avec Rodolphe Burger pour ce titre Casanova, extrait de l'album Glückauf qui vient de paraître. Glückauf, c'est de l'allemand plutôt, hein. Bonne chance. Et c'est le mot que les Alsaciens pourraient prononcer quand ils ont envie de s'engager dans un nouveau projet comme celui-ci, en duo aussi avec le clarinettiste et chanteur breton Éric Marchand. C'est du rock électro avec aussi la collaboration de Mehdi Haddad, toute une bande à retrouver sur ce nouvel album qui paraît, Glückauf. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. C'était un cadeau pour vous, cette chanson. Vous avez remarqué Tanguy Viel, hein? Oui, ouais. Mais j'étais très heureux de voir que Rodolphe Burger avait fait un album là, qui justement avec toutes ses influences bretonnes. Ouais, il a un pied dans sa vallée, du côté de Sainte-Marie-aux-Mines, un autre du côté de l'île de Bas. C'est ça. Rodolphe Burger. Le personnage du père, il arrive dans l'histoire au chapitre 2. Il est important aussi pour vous, ce personnage de boxeur, hein. Peut-être il aurait fallu commencer par lui, écrivez-vous, le boxeur, quand je ne saurais pas dire lequel des deux, de Max ou de Laura, justifie plus que l'autre ce récit. Pourquoi l'avoir fait entrer en scène? Pourquoi ce personnage-là est important pour vous aussi? Est-ce que c'est ce qu'il raconte à travers son corps, hein, son corps de boxeur terminé, mais ce corps quand même en lutte, ce corps abusé d'une certaine manière aussi, comme celui de sa fille Laura par la suite? Oui, c'est ça, les deux personnages ont un problème de corps, une mauvaise négociation du corps, ou plutôt une manière d'être dont les autres s'emparent de leur corps, parce qu'au fond, même s'il est boxeur, lui non plus n'arrive pas à être totalement présent à sa boxe, si j'ose dire, autrement que par le marchandage des autres. Et on sent bien qu'il a été quand même floué pendant de nombreuses années. Le livre est né des deux personnages à égalité, je dirais, c'est-à-dire à la fois tout ce qu'on vient de se raconter sur cette histoire de Laura, et en même temps, pendant longtemps, j'ai même pensé faire un roman sur la boxe, et parce que dans le boxeur, il y a à la fois, c'est ce qui m'a permis à la fois de m'extraire justement là aussi du naturalisme, c'est-à-dire en pensant la boxe comme un espace beaucoup plus mythologique, beaucoup plus cinématographique, beaucoup plus fictionnel, et en même temps. Pardon, alors vous me demandiez si... Non, mais finissez votre... Parce que oui, c'est ça. Et en ce sens, les deux figures c'est moitié-moitié. D'ailleurs, peut-être, j'ai même failli, ça aurait été exagéré, mais appeler la première partie Laura et la deuxième Max, parce qu'il me semble que la deuxième partie donne plus de place au boxeur. Et la littérature, du coup, est-ce que vous avez le sentiment de chausser, non, ça ne marche pas, de mettre des gants de boxe quand vous commencez à écrire un livre comme celui-ci? Est-ce que c'est un sport de combat pour vous? Écoutez, j'ai eu l'idée de faire un roman de boxe parce que j'étais très énervé à essayer de capter des mouches dans mon bureau et de ne pas y arriver. Et en fait, évidemment, dans la boxe, il y a toute cette notion d'hyper-présence, alors en l'occurrence à son propre corps, mais en fait, dans l'écriture, c'est à peu près la même chose. Il faudrait que de la pensée à la phrase, de l'énergie, de la pulsion à la phrase, il y ait comme ça un geste très 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 rapide qui fait que ça s'incarne en fait, dans la mesure où l'écriture c'est une forme de corps. Après article 353 du Code pénal, Tanguy Viel, qui permet cet article au juge d'en appeler à sa conscience plutôt que de recourir aux preuves. Ici, les limites et les ambiguïtés des qualifications pénales, des incriminations. Vous continuez à interroger le droit dans ce roman-là, ce que les articles du Code stipulent clairement, mais aussi leur silence, leur non-dit. On le voit dans l'hésitation du procureur sur la qualification pénale à retenir dans cette affaire, en même temps qu'il cherche aussi un peu à désamorcer la charge. Beau portrait de procureur aussi, et c'est là que je vous ai demandé de nous lire l'extrait où il hésite. Il a dit au policier de le laisser seul, qu'il allait étudier la situation, du genre de situation très délicate qui arrive à un procureur 2 ou 3 fois dans sa vie, à cette heure où il ne sait pas encore de quel côté le vent tournera, mais qu'il classe l'affaire sans suite ou bien qu'il lance une procédure, il sait qu'il sera pour toujours l'homme qui, c'est-à-dire celui dont il sera écrit pour toujours sur le front qu'il a tranché, quelque chose comme « Souvenez-vous, l'affaire Le Bars, oui, c'était lui, l'homme qui », et se disant peut-être, en essuyant les gouttes de sueur qui se mettaient à perler sur son front, que le jour où il fut si fier de prêter serment, il aurait dû penser aussi à ça,
la casuistique qui s'y génère, en même temps qu'il faisait défiler intérieurement toutes les qualifications pénales que le récit de Laura lui inspirait, corruption sexuelle ou abus de faiblesse ou trafic d'influence et même proxénétisme, en même temps qu'il se disait que ce papier où il écrivait tout ça, il ne faudrait pas oublier de le déchirer en petits morceaux et le jeter à la poubelle, continuant de chercher dans la nomenclature des faits lesquels seraient les moins lourds à porter, non pas pour l'accusé mais pour lui, selon quel motif il pourrait y garder sa place et sa probité, réfléchissant, se levant, marchant sur le parquet grinçant de son vieux bureau, se rasseyant enfin en se disant que parmi tous ces délits, ceux que l'opinion publique pouvait tolérer le mieux, par ignorance ou lassitude, c'étaient ceux dont l'énoncé était le plus flou, le plus abstrait, le plus opaque et le plus ouvert à la fois, de sorte que le lendemain, voilà, le même procureur ouvrait une enquête préliminaire pour trafic d'influence. Voilà, est-ce de la corruption sexuelle, de l'abus de faiblesse, du trafic d'influence, du proxénétisme? L'emprise n'est pas inscrite dans la loi. La contrainte, oui, dans le code pénal, mais pas l'emprise. Et pour détourner l'un de vos titres, Tanguy Viel, d'un de vos précédents romans, c'est l'absolue perfection de l'emprise. C'est justement cela, et de l'abus de pouvoir, c'est qu'il ne laisse pas de trace. Alors on a beaucoup parlé de l'entrée de la notion d'emprise dans le cas des violences conjugales, dans le code pénal, pour légitimer aussi certains signalements, permettre de l'établir. Mais pour le reste, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à matérialiser. Et d'ailleurs, c'est toute la peine qu'elle va avoir, même en étant précise sur les mots, de renverser la charge de la preuve. En creux, dans ce roman, le vôtre, Tanguy Viel, il est la question de la valeur de nos vies. La valeur des vies entre celle d'une gamine qui n'a pas fait grand-chose, d'autre que de poser nue en une des magazines, et celle d'un maire qui va devenir ministre des Affaires maritimes. Terminer avec ce besoin de littérature qui est le vôtre, cette envie d'en passer par là pour nous raconter Tanguy Viel, en reprenant peut-être les mots d'un de vos camarades d'écriture, édité lui aussi par les éditions de Minuit, Jean Echenoz. Jean Echenoz, il dit qu'il a le besoin à chaque fois de repartir de zéro, de se lancer dans des nouveaux projets, de chercher d'autres formes, tout en sachant qu'il ne faut pas reprendre, pas répéter les mêmes choses, ce qu'on a pu faire avant dans ses travaux précédents. Vous êtes alimenté par la même envie, le même désir? Oui, c'est-à-dire que, par exemple, en écrivant ce livre-là, je savais que je marchais dans les traces du livre précédent. Je les ai pensés comme un diptyque, en fait. Donc, quelquefois, ce que dit Echenoz est faux. Mais comme lui a fait, par exemple, un triptyque de biographie. Mais il y a un moment, et c'est la question que je peux me poser aujourd'hui, après avoir fait ces deux livres-là, où, en effet, on ne peut pas se répéter à l'infini. Mais bon... Là, je ne sais pas encore. C'est pas un diptyque. C'est un diptyque peut-être, mais pas un triptyque. Donc on verra. Peut-être aussi, mais c'est vrai, je ne sais pas encore. Merci mille fois, Tanguy Viel, d'être venu autour de cette grande table nous parler de La fille qu'on appelle, qui vient de paraître aux éditions de Minuit et dont on aura l'occasion de reparler, puisque vous faites partie, je le rappelle, de la première sélection, de la sélection du prix du roman étudiant France Culture Télérama. Merci.